Il a commencé à 15 ans en e-sport, il a été 3e meilleur joueur de Fortnite au Québec, il a gagné des dizaines de milliers de dollars, voyagé, fait des énormes compétitions et il a goûté très jeune à la pression du haut niveau. Mais à 17 ans, il lâche tout, il quitte l'univers du gaming pour se réinventer derrière la caméra cette fois-ci. Montage, création, direction et stratégie. Il l'apprend en faisant, en filmant et en observant plus de 100 entrepreneurs à travers tout le Québec. Et très vite, il devient un stratège de contenu organique. Aujourd'hui, il a pu bosser avec plein de grosses marques au Québec. C'est une ascension express qu'il a vécue et j'ai pu le remarquer à une conférence sur l'entrepreneuriat où on a pu échanger sur la création de contenu organique. Car oui, il n'y a pas que les ads. C'est un grand plaisir de recevoir le plus jeune invité de cette chaîne. Il a seulement 19 ans, mais déjà une très belle histoire et une vision très claire sur son avenir. C'est un honneur de recevoir dans mon podcast Fred Bouchard. Content de t'avoir. Comment vas-tu? Ça va super bien, toi? Trop bien, ça va au Merci de top. me recevoir. J'ai très hâte pour ce podcast. Avec plaisir, j'ai plein de questions, plein de choses, plein de sujets. 100%. Commençons direct dans le vif du sujet. Fred, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu? Rapide introduction. Moi, c'est Fred Bouchard, stratège de contenu, ancien joueur Fortnite, comme il dit, ancien joueur professionnel. Je travaille avec des centaines d'entrepreneurs au Québec. Je les ai toutes faites. Fait que derrière la caméra, le master du contenu au Québec. Magnifique, on va parler de tout ça. Premier bloc, tu as 19 ans. 19 ans, ouais. Tu as commencé à jouer à Fortnite à 15 ans. J'ai commencé à jouer à Fortnite, j'étais en 6e année, j'avais 12-13 ans, je suis venu pro à 15 ans. Ok. Qu'est-ce que Ouais. ça veut dire devenir pro à Fortnite en e-sport pour ceux qui connaissent pas? 100%. Devenir pro à Fortnite, dans le fond, c'est à partir d'un certain temps, t'as différentes personnes qui veulent l'évaluer différemment, mais moi, où ce que j'ai compris que j'étais pro, c'est dans le fond, t'as des grandes finales sur Fortnite. Fait environ 4 fois par année, t'as les tournois grandes finales où ce que par région, exemple en Amérique du Nord, ça va être les 100 meilleurs joueurs ou les 50 meilleurs duos qui vont se qualifier dans les grandes finales. À 15 ans, dans le fond, j'ai fait mes premières grandes finales. Puis une fois que j'ai fait mes grandes premières finales, 5 fois d'affilée après, je les ai toutes faites. Puis j'étais rendu 3e meilleur joueur au Québec selon les rankings. Puis 60e en Amérique au complet, qui est des millions de personnes qui jouent à Fortnite, là. Ok. Et ça représente quoi en day-to-day un joueur pro Fortnite? C'est combien d'heures d'entraînement? Parce que je sais que c'est très très exigeant. C'est vraiment intensif pour vrai. En termes d'heures, par contre, tu vas voir après, j'ai tout le temps work smart. Fait que je me suis tout le temps mis all-in sur quelque chose, mais j'étais pas nécessairement la personne qui va grinder le plus. Mais quand je grindais, je m'arrêtais pas. Mais mon horaire, vraiment, tu sais, j'ai fini mon secondaire à 16-17 ans environ. Fait que ce que je faisais quand j'étais à l'école, dans le fond, j'étais au secondaire, j'étais jeune. Je finissais l'école, je jouais, je me couchais à minuit. Puis moi, dans mon école, dans le temps, je devais me lever à environ 6 heures du matin parce qu'à 7 heures, j'avais 1h30 d'autobus à faire. Ok. Ouais. Fait que je faisais 3 heures d'autobus par jour. Fait que quand je revenais, je gamais jusqu'à minuit, je jouais les tournois. Puis après, une fois que j'ai fini le secondaire, je me suis mis full-time sur Fortnite. Puis dans le fond, je me levais le matin, je jouais à Fortnite. Je me levais environ à 10h, 10h30 parce qu'on devient avec un horaire qui est un peu bizarre là, quand tu joues aux jeux vidéo. Je me couchais à minuit, plus à 4h du matin en fait. Là. Puis je recommençais. Puis je grindais tout le temps, 7 jours sur 7, puis je faisais juste ça. De 6e année jusqu'à un an après mon secondaire 5, fait que jusqu'à 17 ans, je faisais juste ça. Ok. Et elle ressemble à quoi la scène québécoise? Je connais un peu la scène française. De Fortnite? Ouais, la scène e-sport en général. 100%. Est-ce qu'il y a une grosse scène? Est-ce que les gens en vivent? Est-ce qu'ils sont bons sur la scène internationale? C'est pas si gros dans la scène québécoise itself, mais les joueurs québécois, il y en a vraiment des tops dans tous les jeux. Fait que autant que ce soit sur Fortnite, un des meilleurs joueurs de tous les temps, Zayt, sur Fortnite, c'était le numéro 1 vraiment of all time. Puis c'est lui qui a comme un peu bâti la scène de Fortnite eSports. Puis il a vraiment comme créé les stratégies, créé certaines méta. Puis c'est un Québécois, mais la scène e-sport en tant que telle québécoise est vraiment petite là, en e-sports. Mais moi, j'allais plus jouer avec des Américains. On se tenait les meilleurs joueurs Fortnite, exemple, dans le même friend group, mais on allait vraiment à part en Américain. On se tenait pas dans la scène e-sports québécoise, si je peux dire. Ok. 17 ans, donc entre 16 et 17, t'es joueur pro Fortnite. Ça gagne combien un joueur pro Fortnite? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est des up and down. Ok. L'inconstance, là, si on parle d'instabilité, c'est vraiment ça. Mais tu sais, t'as des tournois où je pouvais gagner 3000 en quelques heures. Fait que, tu sais, exemple, en 6 heures, tu avais plusieurs rounds de qualification. Fait que, exemple, t'avais les Open, semi-finales. Puis, exemple, si c'était juste des Open puis des finales, ben il y a des tournois où j'ai gagné 3000 il y en a d'autres que j'ai gagné 1000. Fait que j'ai gagné environ une vingtaine de milliers de dollars en un an et demi, mais ça à 17 ans, qui est quand même fou, là, quand tu travailles pas, tu fais rien. Environ ça. Mais tu sais, j'ai voyagé, tu sais, je suis allé à Atlanta, j'ai fait plusieurs voyages, puis je suis passé sur le broadcast de Fortnite, puis j'ai joué un petit peu partout, dans tous les tournois, dans le fond, de Fortnite officiel. Trop bien.
Trop bien. Et donc, tu as un point pivot à 17 ans où tu rencontres Tien. Ouais, Raconte-nous un peu qui est ce personnage. C'est quelqu'un que je connaissais, j'avais vu, alors je ne sais plus dans quel contexte, mais j'avais vu son histoire, je savais de qui il s'agissait. Raconte-nous un peu qui c'est, qu'est-ce que ça a 100%. changé pour toi, pourquoi tu as pivoté du Fortnite. En fait, tu étais déjà relativement confortable, par contre, tu étais dans un Ouais, milieu qui était très demandant, cent pour cent. très compliqué, très stressant, toujours être le meilleur. T'en parles d'ailleurs, si je reprends tes mots, c'est l'envie de toujours être le premier. Alors comment Ouais, tu le définis dans ton Reels, je sais plus. 100%. Euh, Dans le fond, c'est exactement ça. Je parle de l'envie de tout le temps être le premier, puis justement, le fait que tu t'affectes dans tout ça, tu sais. Le fait que tu te perds, tout ça. Mais par rapport à Tienne, dans le fond, Tienne, c'était quelqu'un dans la scène e-sports québécoise, justement. Il y avait une team de Valorant. Là. Moi, je n'étais pas un joueur Valorant du tout, mais je le connaissais d'amis en commun. Puis c'était dans les premières personnes à faire des formations en ligne au Québec. Fait que disons que dans la scène e-sport, il se faisait beaucoup rire de lui, les gens l'aimaient pas vraiment. Mais moi, je trouvais ça cool parce qu'il était baller, tu sais, il se mettait de l'avant, tu sais, il faisait quelque chose que les autres faisaient pas, puis tu sais, il était hors du commun. Fait que, une soirée, j'ai parlé à Tienne, puis vraiment, comme que je les ai rencontrés dans la soirée même, j'ai tout lâché. Vraiment, ça m'avait jamais venu en tête. On dirait que j'ai eu un déclic. J'ai tout arrêté cette soirée-là. J'ai décidé de faire confiance à Tienne, de m'embarquer à lui. Puis lui, dans le fond, il avait la plus grosse formation de montage vidéo au Québec. Fait qu'il formait les gens à devenir monteurs vidéo, puis les plaçait, dans le fond, dans certaines entreprises, dans certaines agences. Puis moi, je suis devenu son vidéaste. Je savais pas filmer, là. Je savais pas filmer, je savais pas éditer, j'avais rien du tout. Quand je faisais Fortnite, je faisais des vidéos à light, là, tu montrais à l'écran, mais euh, j'avais un monteur vidéo que d'ailleurs je viens d'engager récemment, mon Ok. ancien monteur vidéo Fortnite. Mais tu sais, je connaissais rien du tout autant en stratégie, tout ça. J'étais un consommateur de contenu parce que j'étais dans la scène gaming, Internet, tout ça. Mais vraiment pas un créateur. Puis Tien était vraiment bon, autant en termes de vidéo, en termes de montage, de stratégie. Il avait déjà accumulé des centaines de millions de vues pour ses clients. Puis il travaille avec les gros youtubeurs. Fait que Carl is Cooking, si je ne me trompe pas, quelque Ok. chose comme ça, Ubi, les Bug Boys, Shine, toute cette sphère-là, GNT, ils avaient tous travaillé avec, fait qu'ils étaient les gros au Québec. Fait que j'ai commencé à me faire mentorer par Tienne, j'ai appris à maintenir une caméra quand même assez rapidement, commencé à filmer. Le montage, c'était vraiment pas ça qui m'intéressait, c'était vraiment plus la vidéo. Puis la stratégie. Il m'a fait travailler avec plusieurs influenceurs après. J'ai vite réalisé que c'est pas ça que j'aimais faire, les influenceurs. Là. C'est un autre domaine, vraiment. Puis c'est un peu différent. Tu sais, c'est beaucoup de surface, c'est beaucoup d'apparence. Tu sais, c'est différent que tu sais, l'entrepreneuriat. Mais quand il m'a fait rencontrer Charles Ackman, c'est là que tout a changé. Ok. Vraiment, là. J'ai découvert ce que je voulais faire. Ok. Donc tu prends cette formation, Ouais. tu deviens son caméraman, et ensuite qu'est-ce qui se passe? Tu prends tes premiers clients, tu montes ton agence personnelle, qu'est-ce Ouais, que tu fais? avant tout ça, dans le fond, quand j'ai appris à faire de la caméra, on a travaillé avec plusieurs influenceurs, justement les Bug Boys. Fait que je fais vraiment juste de la vidéo. Ok. Fait que je filmais plein d'influenceurs, tout ça. Euh, mais dans le fond, mon premier mandat, ça a vraiment comme été Charles avant d'aller travailler pour des agences. Le entre-temps, j'ai commencé à faire Charles où ce que je faisais tout pendant environ 1 mois et demi, 2 mois. Après, j'ai arrêté ça. J'ai rejoint plein d'agences. Fait que j'ai travaillé avec Agence GI, avec GEM Agence, avec vraiment pas mal toutes les agences qu'il y avait dans ce temps-là de contenu au Québec. Puis quand je me suis posé avec Agence GI, Maxime Giguère, j'étais monteur vidéo. Ok. Puis j'étais monteur vidéo, puis je suis monté assez vite dans les échelons là, au début. Fait qu'il y avait, il y avait des partenaires. Puis à un moment donné, c'est séparé avec ses partenaires. Euh, Puis je voulais monter, tu sais, je voulais être chef monteur, je voulais être chef de vidéo. Puis après, il a comme séparé son agence avec un autre partner. Je suis comme devenu un peu le directeur de tout ça. On a starté une formation ensemble, ce qu'on a fait quand même un bon montant en peu de temps là, pour une formation qui commençait, surtout qu'on n'avait pas de l'expérience dans ce domaine-là. Tu peux Euh, donner des chiffres sur le... on a fait environ 100 000 en 2 mois, si je ne me trompe pas, là, en Ok. 2, 3 mois, ce qui est quand même assez bon là, pour Oui. des gens qui commencent. Puis on a aidé les entrepreneurs, dans le fond, à faire du contenu, parce qu'on a eu beaucoup de résultats. Là. On travaillait avec WebEC, peut-être que tu connais. Oui, On a fait du contenu pour eux, on les a startés à faire du contenu. ok. Faventure, qui ont été élus au gala d'influence création, qui est pour ce qui est famille et nature, là, dans le fond. Là, c'était vraiment comme. Ils sont comme devenus la référence. Hmm. Puis plusieurs autres entreprises, que quand ils sont startés, c'était des plus petites entreprises. Puis en leur startant leur contenu, puis en leur montrant, on ne le faisait pas pour eux, on leur montrait vraiment comment faire. Ils ont comme grossi dans le tapis. Puis dans le fond, après, avec Maxime, j'ai décidé de tout quitter. Vraiment.
son agence, ses trucs pour lancer mon agence. Ok. Ok. Donc, tu as. Alors, moi, je travaille avec énormément de monteurs. Ouais. Il y a toujours ce côté-là du monteur, du manque de sérieux, du manque de rigueur. Ouais. Donc, toi, tu arrives, tu pètes ça, et après, tu manages des monteurs pour justement avoir des rendus. Moi, le gros problème que j'ai avec les monteurs, c'est les livrables. Ouais. Genre, soit c'est en retard, soit c'est pas bon, soit il y a des typos, il y a des trucs. Tu sais, des fois, tu te dis, mais comment c'est possible? Il y a énormément de monteurs, 100%. il y a énormément de demandes, mais il y a un gap entre la qualité du monteur et les personnes. Enfin, en fait, tout le monde veut un montage de qualité, mais Vraiment. c'est compliqué de trouver des monteurs fiables et qualitatifs et qui restent fidèles aussi, parce qu'un bon monteur, après, il monte, Ouais. et au final, il monte plus. 100%. C'est mon retsenti. 100%. Ben, tu vois, c'est un super bon point parce que moi, dans le fond, dans mon agence, vraiment, de base, on était une agence de montage vidéo. Ok. Tu sais, parce que mon ancien partenaire, c'était vraiment un des meilleurs monteurs vidéo au Québec. Puis moi, les monteurs, j'ai tout le temps... Parce que quand je l'ai fait moi-même, dans le fond, ce que j'ai réalisé, c'est que j'ai fait tous les rôles qu'une agence a besoin. Fait que tous les rôles créatifs, que ce soit de la vidéo, de la stratégie, du montage, je les ai toutes faites. Fait que qu'est-ce que ça m'a permis de faire après, quand j'ai commencé à bâtir mon équipe, c'est d'être capable de me mettre dans leurs souliers. Parce que souvent, les monteurs aussi se sentent incompris parce que te faire donner des directives par quelqu'un qui comprend pas ce que tu fais, 100%. des fois, c'est plus compliqué. Puis j'ai tout le temps j'ai tout le temps été perfectionniste. Tu sais, les petits détails, ça a tout le temps été quelque chose qui était important pour moi. Fait que quand j'ai commencé à avoir les monteurs, comme que tu m'as vu à l'événement, j'ai une grande gueule. Fait que je parle beaucoup, puis tu sais, je mets les gens à l'aise, puis c'est vraiment ça le but, tu sais, au final, puis que les monteurs soient contents. Fait que quand j'ai bâti mon agence de montage vidéo, je l'ai bâti autour de bâtir un espace où ils sont confortables, les monteurs, où ils sont à l'aise, puis ont de l'évolution. Parce que comme tu as dit, ils vont faire du montage, puis à un moment donné, ils vont atteindre un certain blocage, un certain niveau max. Ben, c'est là qu'on a décidé de tout casser ça, dans le fond, c'est leur offrir une certaine stabilité, tu sais, au niveau des payes, tout ça, mais aussi leur offrir un coaching. Fait que dès le début, quand on a starté notre agence, toutes les semaines, dans le fond, 2 fois par semaine, on offrait des coaching calls à nos monteurs. Fait qu'on les forme. Fait que non Ok. seulement ils vivent de ça, mais c'est une place d'apprentissage où ce que tu deviens dans les meilleurs monteurs au Québec. Fait que c'est un skill qu'après que tu gardes, peu importe où ce que tu es, tu sais. Ok. Fait que j'ai vraiment créé cet espace-là pour les monteurs. Puis après, j'ai bâti mon équipe. Puis encore à ce jour, des monteurs qui travaillent avec moi dans mon agence sont avec moi dans l'Admi Talk maintenant. Puis Ok. Donc, tu as ce côté visionnaire, je vous prends avec moi et on avance, un peu comme a fait Ouais. Tienne avec toi. Exactement. Ok. Tu tiens ça de lui ou tu avais aussi ce truc naturel J'ai tout le temps été ça, moi, bâtir mon équipe, tu sais, puis tu le vois un peu refléter dans mon contenu. Inspirer les gens, puis être un leader, c'est vraiment quelque chose que tu sais, j'aime faire, puis bâtir mon équipe, puis avoir les gens proches de moi, qui restent proches de moi, c'était quand même assez important. Fait que quand je faisais les pics dans mon équipe, c'était des gens que je savais que j'allais pouvoir faire confiance. Puis, tu sais, pour revenir aussi un peu à Fortnite, il y a beaucoup des gens dans mon équipe que c'était des gens que je connaissais sur Fortnite. Fait que, tu sais, j'ai comme bâti un peu des gens qui me comprennent, qu'on a Ok. une histoire similaire. Il y en a d'autres que non, mais c'est tout le temps au niveau de la culture, puis au niveau de la vision, puis des valeurs vraiment que je recrute. Parce qu'après la formation, dans le fond, moi, j'ai mes coachs, puis j'ai tout le temps formé des coachs. Fait qu'après, le niveau skill, ça s'apprend plus vite que niveau personnalité. Puis si, dans le fond, moi, le premier test que je fais, exemple, avec un monteur vidéo quand je l'engage, c'est, exemple, j'ai dit de m'envoyer son CV et son portfolio. Combien il va me l'envoyer en combien de temps? C'est le premier test. Si ça prend 2 jours à me l'envoyer, c'est un non directement. Puis souvent, je leur envoie une vidéo test. Puis le test, dans le fond, souvent, ils pensent que c'est la vidéo in itself. Mais c'est pas la vidéo le test. C'est en combien de temps qu'ils vont m'envoyer la vidéo finie, edit. Fait que je les teste un peu comme ça pour voir à quel point ils sont sharp, à quel point ils sont rapides, puis à quel point ils sont investis. Parce que s'ils sont pas là à 100%, ça peut juste aller vers le bas. Fait que c'est vraiment là où je tiens mon équipe et que je les forme. Ok. Est-ce qu'une typo dans les sous-titres est un red flag? Une typo, oui, 100%, mais dans le fond, nous, ce qu'on fait, c'est que j'ai une correctrice d'orthographe. Ok. J'ai tout le temps une correctrice d'orthographe Ok. qui est une de mes monteuses. Fait que moi, les typos de monteurs, pour beaucoup d'agences, c'était un gros problème. Mais moi, je l'ai C'est tout le fou, temps ça, réglé ouais. directement avec ma correctrice. C'est quand même pas compliqué. Pour moi, c'est un manque de rigueur absolu. C'est que tu te relis pas, enfin, tu re-regardes pas ton travail. C'est pas possible de laisser une typo. Ouais. Mais t'as des gens qui ont de la misère. Ouais. Pour connaître les monteurs, honnêtement, je pense que je connaissais pas un monteur avant que je rencontre Marité, qui est une de mes monteuses, qui font pas d'erreur d'orthographe. Je comprends pas l'industrie, mais tu sais, c'est 20 erreurs par vidéo. Puis comme, C'est pas possible. je pense qu'il y a un décalage de quelque chose où ils sont tellement créatifs qu'on dirait qu'ils perdent les leçons de français. Mais j'ai réglé ça directement avec ma correctrice Ok, t'as une d'orthographe. C'était un correctrice. must. Bah, c'est une bonne transition. J'aimerais voir un peu ton process sur. Tu dis que tu as fait tu t'es mis dans toutes les chaussures d'une agence de Ouais. montage avant de la monter. C'est quoi globalement? Moi, j'arrive.
J'ai une business qui roule déjà. Ouais. Je fais pas de contenu. Je sais que je vais faire 20-30% de chiffre d'affaires en plus. Je viens chez toi. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le process de A à Z? 100%. Ben, exemple, avec le Talk, je pourrais t'expliquer le process, mais même sur un point que tu viens de dire qui est quand même bon, tu sais, tu as dit 20 à 30% de plus de chiffre d'affaires. Ou plus. Ouais. Tu vois, ben, toi qui fais des ads, par exemple, moi qui fais du contenu, souvent, je dirais jamais que tu vas faire plus que 30% de chiffre d'affaires avec du contenu parce que souvent, c'est un complément, le contenu. C'est un élément qui va venir complémenter les ads parce que le contenu, c'est pas. Il y aura tellement de facteurs qui vont faire que ça va marcher vite ou pas, puis c'est pas calculable. Il n'y a pas de tracker qui est un des désavantages du contenu depuis toujours. Par contre, c'est limité ce que tu peux faire. Parce que c'est pas tu mets 10 tu vas faire 100 c'est pas basé sur un ROAS. Fait que le calcul est différent. En termes du contenu, le but, c'est de build du trust. Fait que autant ce que tu peux faire, c'est montrer des témoignages clients, montrer ton histoire. Tu as plusieurs façons de builder du trust. Tu veux les éduquer. Fait que dépendamment si c'est dans une business de services, de produits. Moi, je travaille pas en e-com. Je fais vraiment plus des business de services high-tech. Mais si tu es dans une business de services, les gens t'achètent toi. Parce que people buy people. Fait que les gens, pour qu'ils achètent ton produit ou ton service, même en high-tech, il faut qu'ils te fassent confiance. Mais c'est pas calculable, exemple, sur 20 à 30% de chiffre d'affaires, mais avec les pubs, c'est très réalisable. OK. Ça, c'est super intéressant. Quand tu closes un client, ce client-là fait déjà des ads. Tu sais, dans 80% des cas, quand tu as un client, Ouais. est-ce qu'il fait déjà des ads? Est-ce qu'il a... Parce que pour dire, OK, je fais du contenu, je n'ai pas un retour tout de suite. En général, les gens, ils aiment bien mettre un retour sur investissement face à une ligne comptable. 100%. Pour le contenu, c'est plus vision. C'est comme mettre ta pancarte au bord de l'autoroute. Ouais. Les gens vont te voir, mais tu sais pas combien ça te rapporte concrètement derrière. Euh, donc, il y a un certain... Ta cible, elle est éduquée. Ouais. Elle arrive chez toi, elle est éduquée sur le contenu, ou tu passes du temps à l'éduquer? Ben, exemple, dans la Meetup, ce qui est cool, c'est qu'il y a plusieurs départements. Fait que je m'occupe pas nécessairement de la partie vente. Je l'ai faite pour mon agence. Par exemple, si je te parle pour mon agence, souvent, les entreprises qui venaient me voir, t'en avais qui faisaient déjà des pubs, t'en avais qui faisaient peut-être déjà même du contenu avec d'autres agences, puis qui sont pas nécessairement éduqués sur le contenu parce que souvent, encore une fois, les gens pensent que c'est un système d'acquisition client, tu sais, que ça va être ta source première d'acquisition client. Parce qu'ils le voient pour certains autres business, exemple comme 999, puis tu sais, des business comme ça. Mais oui, c'est sûr, je les éduque, puis je mets les expectations direct parce que avec un client, quand tu vas donner des sur-expectations, puis on le voit avec d'autres agences au Québec, là, je pense que les gens à la caméra vont savoir de qui je parle, mais ils vont dire que le contenu, c'est avec ça que tu vas augmenter ton chiffre d'affaires, c'est avec ça que tu vas faire exploser ta business. Mais la réalité, c'est vraiment, c'est des suppléments. C'est comme si tu t'entraînes. C'est vraiment ce qui va venir complémenter tout ça. Puis pour te donner un bon exemple, c'est comme un site web puis des Google Reviews. Exemple, tu sais, j'appelle ça le old marketing, mais tu sais, le marketing normal, tu sais, les gens vont optimiser ton SEO, les gens vont optimiser tes Google Reviews, plus segmenter, puis c'est encore super valuable de faire ça. Mais les réseaux sociaux puis le contenu, c'est un peu comme la nouvelle ère. Si je te disais que tes Google Reviews, tu pourrais avoir un témoignage sur ta page qui est vidéo, au lieu de lire un texte qui pourrait potentiellement être fake, avec des étoiles qui veulent pas dire grand-chose. Là, tu as les réseaux sociaux où tu as des vidéos de clients qui t'expliquent leur histoire, qui t'expliquent comment c'est relatable à eux, tu sais, potentiellement avec ton client qui regarde la vidéo, puis c'est ton histoire. Fait qu'exemple, ton site web, au lieu d'être des gros textes de toi qui racontent ton histoire, parce que si je te pose la question, combien de fois tu es allé sur une About page dans un site web, sûrement pas souvent. Ben là, tu l'as sur vidéo, tu as des histoires, tu as de l'éducation aussi, fait que tu n'as pas besoin d'aller voir des Q&A sur un site web. Fait que c'est comme la nouvelle ère des sites web et des Google Reviews. Ça, c'est archi intéressant parce que je sais pas si tu as suivi récemment, mais il y a tout le contenu Instagram qui rentre dans le SEO de Google. Donc en fait, ce que tu dis, j'avais jamais fait la relation, mais ouais, en fait, ça met de côté un peu les Google Reviews. On verra comment ça va évoluer, mais oui, un témoignage client en fait qui parle de ton contenu avec un bon SEO dessus, ben, tu vas potentiellement ranker rapidement sur Google avec ça. Littéralement. Puis, okay. Le plus que tu poses du contenu, le plus que tu vas te faire mettre de l'avant, parce que, exemple, ton contenu, c'est relié à ta page, ton nom de ta page va être le même nom que ton site web. Fait que ton SEO va être optimisé parce que plus que tu poses du contenu, plus que tu envoies d'informations à Google, que tu es partout. Puis si tu as de l'interaction, ben toutes les plateformes aiment ça. Fait que les gens, quand ils vont te research, ils vont tomber directement sur tes pages. Puis si tu sponsors ton site web, ben, tu vas pop en haut, puis il n'y a personne qui peut compétitionner avec ça. Puis l'industrie du contenu, souvent, on pense qu'elle est saturée. Elle est quand même saturée en termes d'agences. Il y en a beaucoup. Mais en termes de clients, il n'y a pas beaucoup d'entreprises au Québec qui font du contenu si on y va en masse, tu sais. Parce qu'on les voit, mais il y en a peu. Parce que, tu sais, souvent, les gens qu'on va voir, il y a comme une personne dans une industrie qui va faire du contenu. Tu as des industries qui sont vraiment en masse, comme les courtiers immobiliers, les courtiers hypothécaires. Ils font tous du contenu. Ouais. Mais dedans, les business,
industriels, puis les plus grosses business, il n'y a pas beaucoup de gens qui font du contenu, puis c'est vraiment ces business-là que ça peut aider, là. Ok, très intéressant. On va parler de ton. Donc, tu as monté ton agence. Parle-nous Ouais. de. Tu l'as nommé un peu plusieurs fois. Let Me Talk. Qu'est-ce qui s'est passé? Et Ouais. c'est quoi l'aventure Moi, l'agence que j'ai bâtie, c'est Précision Média. Fait que quand j'ai bâti mon agence Précision Média, c'était avec un ancien partenaire. J'ai bâti mon équipe, puis on était agence de montage vidéo. On a eu des gros contrats. On travaille avec J'aime Agence, qui est une des agences qui a fait PC Jolicoeur. Je sais pas si tu connais. Ouais, bien sûr, j'ai mangé Gwen, avec Gwen ouais, au repas avant le Elevate. un très bon ami. Je m'en Ouais, suis j'ai pas avec lui rencontré la là-bas. semaine prochaine, là. Ok, Qui, passerai le Gwen, bonjour. Ouais. c'était un bon ami, puis on a commencé à travailler sur des projets. Je peux pas dire c'est avec qui les projets, mais c'était des gros projets à des dizaines de milliers de dollars, là. Encore à ce jour, c'est mes plus gros contrats à vie, là. C'est en haut de 50 000 pour 2 mois de travail. Puis dans le fond, on faisait le montage pour un gros projet avec lui. Puis je faisais Fabrice Maillardet, je faisais Jean, je faisais une couple d'autres entrepreneurs. J'ai fait Brendan Dubois, on a travaillé avec Marc Dargy, plusieurs entrepreneurs. Puis aussi, dans le fond, on faisait le montage de Let Me Talk. Puis quand j'ai bâti mon agence avec mon ancien partner, on s'avait donné un goal de 1 an. Un goal de 1 an pour closer 3 agences dans ce temps-là. C'était Agence GI avec qui que je travaillais précédemment, qu'on voulait faire tout leur montage vidéo, parce que c'était vraiment ça notre expertise. C'était faire du montage vidéo pour les agences à volume. Ok. Pour que les agences, parce que souvent, tu me l'as dit, les monteurs sont pas bons, sont pas sharp. Mais nous, on réglait ce problème-là, puis tu déléguais ton montage vidéo, puis comme c'était la belle vie. Il y a d'autres problèmes qui sont venus à ça après, mais... Ok. On voulait Agence GI, Let Me Talk, puis J'aime Agence. Puis dans le fond, ça avait donné un goal d'1 an. 2 semaines après ça, dans le fond, on avait closé J'aime Agence pour un énorme contrat. C'était déjà un ami, mais quand même un énorme contrat. Fait que J'aime Agence était faite. 1 mois et demi après le start de l'agence, on a closé Let Me Talk pour faire toutes leurs ads en termes de montage. Puis Let Me Talk, justement, quand on parle d'avoir des contacts, puis faire des relations en business, qui est le plus important, bien, ça revenait au fait que Charles, c'était mon premier client. Ok. Puis, dans le fond, 1 an et demi après, dans le fond, Charles s'était rendu mon client. Ok. Charles qui est le. Fondateur et CEO de l'Enemy Talk. Ok. Ouais. Je crois qu'il m'a ajouté sur Insta hier. Ok, ouais, si, je vois, il est chauve. Ouais. Ouais, ok. Si. C'est un Trop top. bien. Ok. Je comprends. Et donc là, tu rentres chez Let Me Talk. Donc Let Me Talk qui est une agence média. Non, une agence d'acquisition Ouais. en général. Agence d'acquisition client. Fait que l'Enemy Talk, dans le fond, eux, c'était en publicité au Québec, c'est les meilleurs. Ouais. Fait que vraiment, toute publicité payante, l'Enemy Talk, c'était comme vraiment les tops. Puis ils sont encore ce jour, mais c'était vraiment les tops. Mais ils étaient vraiment focus sur formation en ligne. Ok. Fait que tous les programmes en ligne que vous voyez, toutes les grosses faces, c'était l'Enemy Talk qui les faisait. Puis eux, justement, les équipes de vente, un peu comme on parlait avant, eux, dans le fond, ils bâtissaient puis ils implémentaient des équipes de vente avec Charles Gosselin. Puis Charles Gosselin, c'est le directeur des ventes chez l'Enemy Talk. Il implémentait des vendeurs dans des business puis il les formait. Fait qu'il était vraiment spécialisé là-dedans. Mais les clients, quand ils rentraient chez l'Enemy Talk, il n'y avait pas de montage, il n'y avait pas de vidéo, il n'y avait pas cette partie-là. Ok. Puis Charles, il avait vraiment aimé la façon que je travaillais. Puis dans le fond, il cherchait une agence à acheter. Il voulait acheter une agence. Puis il ne trouvait pas de fit en termes de personnes parce que tu as beaucoup d'agences, mais souvent les business owners de ces agences-là, tu vas le voir, à part Gwen justement, puis tu en as certains de gros l'industrie, Gwen qui est super sharp. Il y en a beaucoup là-dedans qui savent pas trop de quoi ils parlent, puis c'est pas nécessairement des leaders pour leader une agence. Fait que quand on s'est rencontré avec Charles puis son partner, dans le fond, Oli, qui t'a vu à l'événement, Ouais. je connaissais pas Oli dans ce temps-là. Puis quand on s'est rencontrés, ça a été un match exact. Genre, c'était vraiment un bon fit. Mais Charles m'avait déjà demandé de m'acheter avant, puis j'avais dit non. J'avais dit non une fois, ça m'intéressait pas, je voulais rien savoir. Mais il est arrivé quelques. Comment ça se passe ça? Il t'envoie un courrier, il te fait une offre, ça se passe comment? Je connais pas du tout. Dans le fond, on s'est fait des appels. Ok. Dans le fond, puis il s'est passé certains trucs avec mon ancien partner qui faisait que, dans le fond, on arrêtait ça. On n'allait plus travailler ensemble. On se séparait chacun de notre côté. Tu avais la moitié de ma team qui partait avec, tu avais la moitié de la team qui restait avec moi, qui sont encore avec moi ce jour. Puis on embarquait sur des appels parce que, encore une fois, Charles, c'était mon client. Fait qu'à chaque fois qu'on avait un call business, Let Me Talk, Précision Média, il me demandait tout le temps Hey, tu veux-tu te faire acheter? Puis il me teasait about it. Puis j'étais comme non. Mais à un moment donné, quand la situation est arrivée avec mon partner, j'étais comme let's do it. On start. Puis là, après, c'était du back and forth, justement. Il t'achète toi ou il t'achète avec ton partenaire et vous faites 50-50? Non, c'est ça. Fait qu'au début, dans le fond, ce qui était plané, c'est qu'il achète un certain pourcentage de la business, là, qui était environ un tiers de la business. Ok. Puis moi, j'allais avoir, exemple, 51%, mon ancien partner, le reste. Tu peux faire les calculs. Puis après ça, dans le fond, ça allait bien. Malheureusement, après,
comme je te dis, il y a eu quelques petites affaires. On est redevenu bon contact à ce jour, là, mais dans ce temps-là, ça n'a vraiment pas super bien fini. Euh, Puis dans le fond, après, ce que j'ai décidé de faire, c'est de shut down l'agence. Puis là, après, ils m'ont acheté moi directement pour que je les join avec un offre. Tu as fait un merge and acquisition. C'était différent parce que là, dans le fond, de base, ils étaient supposés d'acheter la business. Hmm. Après, moi, j'ai shut down la business, puis ils m'ont Ok. acheté moi avec un offre. Ok. Ouais. Ok. Donc, donc l'autre business est fermé. Ouais. Là, tu viens avec tes équipes et là, Ouais. tu prends la direction contenu. Ouais. Fait que là, je suis devenu directeur de contenu avec eux, Ok. où ce que j'ai vraiment créé le département, dans le fond. Organique, ads, les deux. Les ads, ils le faisaient déjà, Ok. mais dans le fond, c'est vraiment la partie production vidéo. Fait que les vidéastes, les monteurs vidéo, le stratège organique, le département de contenu au complet, dans le fond, qui n'existait pas. Ok. Puis j'ai amené mes clients. Fait que Fabrice, Contenu, Armoire PMM, qui est 999. Ouais. Puis une couple d'autres entrepreneurs. Puis après, on a vraiment créé ce département-là, mais avec l'aide de l'Admitalk, justement, qui est la structure. C'est une entreprise qui existe depuis 2019 ou 2018, si je ne me trompe pas. Ils ont l'infrastructure, ils ont l'équipe derrière. Fait que ça a permis de grossir ça encore plus que ce que j'avais jamais fait. Puis de l'apprentissage avec des entrepreneurs comme Charles Ackman puis Oli Coulombe. Charles, c'est la face, il est vraiment intelligent. Mais après, tu vois, le génie Oli Coulombe qui t'a vu à l'événement, qui est juste... c'est un cerveau, dans le fond, vraiment. Là, il est bon dans tout. Et un peu comme moi, dans mon expertise de contenu. Mais lui, dans la partie ads, c'est le master au Québec. Il est vraiment bon dans ce qu'il fait. Faudrait que je l'invite. Je lui ai pas trop parlé, mais tu feras passer le mot. Lui, sur un podcast, je sais pas, mais Charles Ackman, il serait intéressé. Ok. Trop bien, trop bien. Et d'ailleurs, Charles, tu as dit que tu es rentré avec la structure, etc. J'ai vu hier un peu son contenu où il parle beaucoup de SOP. Ouais. Charles, c'est un big guy business. Fait que lui, c'est vraiment côté business. Il est excellent. Puis après, tu as Charles Gosselin, qui est comme le master des ventes au Québec, qui est littéralement le meilleur vendeur. Là. Le monde, il tripe sur le contenu. À l'événement, je sais pas combien de personnes sont venues me voir pour me parler de Charles Gosselin. Là. Ok. Ouais. Trop bien. Et donc là, ça fait combien de temps que tu es là-bas? Ça va faire environ 1 an et 2 mois. Ça le fait 1 an et environ 2 mois, c'est ça. Ouais. Ok, trop bien. Trop bien. Parlons de ta vision et l'art du contenu organique. Donc moi, je fais beaucoup d'ads, je fais beaucoup d'organique aussi. Ouais. De plus en plus que je prends au sérieux parce que je travaille avec des clients qui ont des énormes audiences, donc tu dois leverage ça à fond. 100%. Je fais aussi des business où je ne fais pas d'organique et on fait que de l'ads, que du cold traffic. Il n'y a pas d'organique, mais on le fait jusqu'au moment où ça ne sera pas assez suffisant au niveau de la trust et on devra faire de l'organique. 100%. Enfin, je ne suis pas du tout contre organique. Je sais qu'il y en a qui sont dans mon industrie de direct response, on n'en veut pas, tu vois. Mais c'est exactement la structure qu'on fait. Dans le fond, la meilleure façon de commencer, c'est les pubs. Puis là, c'est comme, hey, tu te contredis, Fred, parce que je vends du contenu, mais la réalité, c'est vraiment ça. Tu sais, les publicités payantes, pour avoir un retour direct puis plus rapide, c'est la meilleure chose. Et pas forcément monétaire, ça peut être de la data, si tu veux de la data. 100%. Ouais. Même chose. Puis tu sais, vraiment, pour avoir plus de stats, tu as tellement de tracking que tu peux faire avec les pubs, c'est fou ce que tu peux faire. Puis les publicités payantes, c'est comme vraiment ton master dans ça. Puis le contenu, après, c'est vraiment pour venir briser les limites que les ads vont t'offrir. Parce qu'à un certain temps, les problèmes que tu as dit, c'est exactement ça. Ils te font pas confiance. Fait autant que ce soit au niveau de l'appel de vente ou dans le funnel de ads, il y a comme une brise de trust si tu n'as pas de contenu à travers tout ça. Ouais. Fait que ce soit pendant qu'ils sont dans le funnel, fait exemple, c'est un funnel VSL, peut-être qu'ils rendus à la VSL, ils te font pas confiance, malgré que tu essaies de les éduquer, parce que si on se rappelle, il y a une stat, c'est 7 heures de contenu pour que les gens te font confiance. Ouais. Fait que clairement, à travers ton funnel, ils ne passeront pas à travers 7 heures de contenu. Fait que c'est là que le contenu embarque en place. Aussi, les gens, souvent, dans les appels de vente, ce qui arrive, exemple, un conseiller financier, on va prendre par exemple, il va arriver sur l'appel, il ne va pas trop comprendre ton service, il ne va pas trop comprendre t'es qui, tu fais quoi, pourquoi je devrais travailler avec toi. Fait que qu'est-ce qui arrive après? C'est que ton closing rate, il descend parce que les gens ne sont même pas éduqués. Ton triage ne se fait pas à cause des pubs parce qu'il va avoir tous les critères en termes de combien d'argent qu'il fait, c'est qui la personne, les critères que tu veux comme client. Mais au niveau de l'éducation, il ne sait pas ce que tu fais, fait qu'il n'est peut-être même pas intéressé. Fait que c'est là que le contenu entre en place, parce que tu tries ton audience, tu builds du trust, puis les gens intéressés, après, vont se faire target par les pubs, puis c'est comme une loupe infinie. Tu vois du contenu, tu cliques sur la page, là, tu checkes une autre pièce de contenu, tu es comme, tabarnouche, c'est bon cette pièce de contenu-là, il est intéressant, c'est éducatif. Tu vois un témoignage, tu es comme, oh, les gens ont des résultats. Là, après, tu vois une autre vidéo, son histoire, tu es comme, hey, le gars, il est vraiment inspirant, il a l'air vraiment sharp, il a l'air son affaire. Tu t'en vas. Tu scrolls sur tes stories, tu scrolls sur Instagram, tu tombes sur une pub,
Peut-être que tu vas cliquer dessus, tu vas déjà rentrer dans le funnel, peut-être que tu vas la skip. Là, après, tu vas aller dans tes Reels, tu vas te faire punker par une vidéo, tu vas repartir. Là, tu vas retourner dans tes stories, peut-être 3 jours, une semaine plus tard, tu vas retomber sur une pub. Tu te dis, tabarnak, je suis intéressant. Tu recommences. La loupe est infinie. Donc là, à un moment donné, jusqu'à temps que tu commences à cliquer sur une pub, tu rentres dans le funnel, tu regardes une VSL. Là, après, tu rentres dans du DM setting où ce que tu te fais DM par un setter ou tu bookes un appel directement. Puis là, tu te fais nurture par l'équipe de vente avec des vidéos YouTube. Tu te fais éduquer à travers des vidéos YouTube, du contenu, tout ça. Puis finalement, tu embarques sur l'appel de vente, tu connais déjà la personne, tu lui fais confiance, tu le closes. Super intéressant. Euh, Quand tu parles de contenu, on n'a pas précisé quel type de contenu tu fais. Moi, je te connais par rapport au short form. Tu fais aussi Ouais. du YouTube long format, Ouais, la YouTube. VSL longue. La VSL, c'est vraiment l'expertise de l'Admitalk de base. Ils font déjà ça. Moi, je les produis, tout. Je fais la production de tout ça. Moi, c'est vraiment tout ce qui est YouTube. YouTube, exemple, pour Fabrice Mayardan, on en a fait beaucoup. Mais c'est le côté entrepreneurial. Tu sais, j'en ai fait pour les influenceurs back in the days, c'est différent. Sur YouTube, ça va pas nécessairement être pour les vues que tu vas aller target ça. Parce que, tu sais, exemple, tu vois des succès comme Yummy, tout ça, où ce que tu builds, mais c'est beaucoup de lifestyle, personal brand, tu sais, qui l'a buildé. Au Québec, il n'y a pas vraiment un entrepreneur qui est rendu à ce niveau de faire ça, qui est assez connu pour pouvoir faire ça. Avec Jean, on l'a fait. On a fait, si je ne me trompe pas, je ne me rappelle plus des stats exactement, mais on a tapé comme 50 000 ou même 100 000 vues sur la première vidéo avec lui sur YouTube ou quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus de la stat exactement, mais c'était complètement débile. Puis je pense qu'on est comme à 150 000 ou 300 000 vues sur YouTube pour une nouvelle chaîne qui n'avait jamais fait de vidéo avant parce que tu avais un visage qui était déjà un petit peu connu à travers tout ça. Ouais. Puis lui, dans le fond, son facteur par rapport à YouTube pour acheter de la valeur, il n'y avait pas une super bonne réputation avant. Il y avait beaucoup de hate comments sur ses vidéos, sur ses Reels. Fait qu'est-ce qu'on a fait quand j'ai commencé à travailler avec Jean? Il m'a dit, j'aimerais ça montrer aux gens que je suis une bonne personne, puis ce qui est vraiment, il est vraiment une bonne personne, parce qu'il y avait beaucoup de hate par rapport à d'anciennes business. On a starté YouTube. En 2 mois, les hate comments, c'était terminé. On a réussi à build back du trust, à se créer une fanbase, créer une communauté, puis les gens étaient rendus complètement fans de lui. Puis en plus, c'était avec du selfish content puis des histoires de lui-même, qui est complètement fou. Trop bien ça. Ça, c'est un skill qui vaut quelque chose. C'est le master YouTube. Non, c'est trop bien. Puis autant pour les équipes de vente, tu veux faire des vidéos éducatives, elle va peut-être taper 400 vues sur YouTube. Mais on s'en fout parce que la réalité, c'est pour les envoyer aux leads, pour les éduquer, puis après, ils achètent. Yes. Puis souvent, Justin Lalonde, c'est un super bon exemple. Là. Tu vois, c'est un peu comme un des masters de YouTube. Là. Il est vraiment super bon pour lui-même. Là. Je ne sais pas ce qu'il fait pour ses clients, mais pour YouTube, il est super bon. Puis je suis sûr et certain qu'avec ses leads, ça l'aide à closer la plupart des business avec qui il travaille. Tout va bien pour lui. Il n'y a aucun souci. Ok, trop bien. Comment... Alors, j'ai une question un peu plus technique là-dessus. Moi, de plus en plus, j'essaye de faire des funnels organiques. Ouais. Garder en native sur les plateformes. Mm-hmm. Là où je le fais le mieux, c'est sur YouTube. Ouais. Où en fait, celui à qui je me suis inspiré, c'est les stratèges de Iman Gadi. Ouais. Où en fait, tu as du bottom of funnel, middle et top of funnel dans tes vidéos YouTube. Et tu rediriges en fin de vidéo YouTube où tu fais des click to action, donc des CTA, sous tes vidéos qui t'amènent en fait dans un funnel de vidéos cohérentes. Organique. Et qui t'amènent boum sur une VSL qui n'est pas forcément publique. Ouais. Qui est accessible que sur le lien de la vidéo qu'il faut que tu vois. Et si tu arrives dans cette vidéo, c'est que tu as vu les 3 autres d'avant. Ouais. Et en fait, sans t'en rendre compte, tu te fais éduquer sur la chose jusqu'à arriver au click to action à la fin. Ouais, tu crées un funnel de séquences, là, fait que tu vas créer plusieurs séquences avec tes vidéos. C'est vraiment bon, mais exemple pour nous, on le fait plus à travers les VSL, où est-ce qu'on va les éduquer, et non à travers nécessairement YouTube, parce que, encore une fois, nous, exemple, dans nos clients, il n'y en a pas un client qui est rendu à ce niveau-là de pouvoir faire une autant grosse séquence par l'influence. Là, au Québec, c'est plus dur d'avoir de l'influence qu'il y a des Yummy Denzel, des Iman Gadi. Il n'y a personne à ce niveau-là encore, surtout parce que c'est des funnels qui marchent surtout, exemple, avec des formations en ligne, là, plus que d'autres business, parce que tu n'as pas besoin d'autant de trust. C'est vrai. Mais pour l'instant, nous, on fait pas ça, mais c'est vraiment bon. Là. C'est des séquences. C'est quelque chose que j'ai déjà envisagé faire. La raison de pourquoi on fait ça, c'est il y a un niveau d'éducation de marché où, j'en parlais la dernière fois, c'est en France, alors aux US, c'est encore multiplié par 10, mais au Québec, on n'est pas encore à ce stage-là de mon analyse. C'est que les personnes sont habituées de se prendre des VSL, de se prendre des webinaires, de se faire vendre des choses tout le temps. Et en fait, les gens, ils veulent plus sortir des plateformes, tu vois. Ouais. Où ils y sortent vraiment difficilement, ou alors vraiment il faut que tu sois au bon endroit au bon moment. Ouais. Et en fait, le fait de le faire sur YouTube de manière inconsciente, c'est hyper puissant, parce qu'en fait, tu arrives à ton but marketing et à ton niveau d'éducation que tu veux faire monter, mais tranquillement, c'est du soft, c'est un peu comparé à du soft close, parce que tout est bien, parce qu'en fait, dans le final, toutes ces vidéos que tu mets dans le funnel, c'est des vidéos que tu envoies
par mail, par SMS, en vidéo d'endoctrinement quand tu rentres dans le tunnel ou avant le webinaire ou avant l'appel de closing. C'est des vidéos que tu utilises en asset marketing en fait. Donc 100%. c'est des VSL qui sont publics en fait. Ouais. Je dirais c'est des VSL à plusieurs niveaux de conscience. Ouais, ben tes vidéos YouTube, c'est littéralement des VSL. Tu sais, un des clients qu'on avait, c'était Live Capital, Hubert Côté. Mhm. Puis dans le fond, son aspect YouTube, lui, qui était un petit peu plus développé parce que dans le fond, quand c'était un client chez l'Admitalk, je gérais vraiment tout son contenu. Fait que les stories, les newsletters, l'organique, Ok. le YouTube, où ce que tu as un contrôle total. Ça, c'est vraiment ce que j'aime quand je fais tout pour un client. Et ouais, C'est trop fou, bien. là. Tu vas faire, tu fais quoi? Tu dérives par exemple du long form en short, newsletter. Tout. Ben, dans le fond, je peux t'expliquer ça, mais ça, Ouais, c'est du bon value pour la caméra. Là. Dans le fond, comme ma stratégie derrière tout ça, lui, dans le fond, ce qu'il fait, c'est du margin acquisition. Fait qu'il montre aux gens comment acheter des business. Ok. Puis il montre aux gens comment vendre leur business. Fait que c'est un programme, mais vraiment comme high ticket, où il y a les deux côtés de la médaille. Fait qu'il montre comment vendre. Puis Comment il s'appelle? Hubert Côté. Ok. Hubert Côté. Puis dans le fond, lui, il montrait ça. Fait que dans le fond, ce qu'on faisait pour son funnel, l'exemple avec lui, c'est que les stories. Les stories, pour les gens qui te follow déjà, ça build full de trust. Il n'y a rien de plus raw que montrer une story avec ton téléphone où ce que tu tiens ta main comme ça puis que tu parles à la caméra. Oui. On est d'accord? Tu as des story sequence aussi. Où ce que là, dans le fond, c'est comme ta newsletter où ce que tu vas donner de l'éducation. Puis lui, dans le fond, il y avait déjà une grosse communauté de newsletter. Si je ne me trompe pas, il y avait 15 000 membres dans sa newsletter, qui est quand même super bon déjà. Fait que tu sais, je startais déjà avec quelque chose au moins. C'est quand même le fun quand tu ne startes pas de zéro. Ouais. Puis dans le fond, là, ces personnes-là, eux, exemple, dans les newsletters, comment je fonctionnais, c'est que je vais transcrire mes vidéos YouTube qu'on faisait, qui étaient très éducatives, qui étaient comme des mini VSL, puis j'embarquais sur un sujet. Par exemple, je vais faire une story, une newsletter sur l'acquisition de Starbucks. Fait que je vais rencontrer l'histoire de Starbucks, je vais donner de la value à travers tout ça. On pourra parler de l'AI plus tard, à quel point c'est fou, puis à quel point c'est valuable pour faire tout ça. Mais dans le fond, je faisais vraiment des trucs, puis c'est vraiment, ça a l'air handwritten. On dirait que c'est Uber qui les écrit, vraiment, comme c'est du gros value. Puis vers la fin, dans le fond, je faisais un call to action vers la vidéo YouTube. Fait que la séquence était infinie. Puis la vidéo YouTube, dans le fond, je les référais vers les plateformes des réseaux sociaux pour qu'après, ils tombent sur Reels, après, ils se font target par les ads, puis ils se font closer. Okay. Fait que je créais une séquence de réseaux. Puis ou sinon, ce que je faisais sur YouTube aussi, c'est que j'invitais les gens de YouTube qui viennent de la plateforme d'Instagram à aller vers la newsletter. Fait que je faisais comme une roue infinie. Ouais. Fait que peu importe d'où tu viens, tu finis à la même place. Et tu finis l'élément de conversion qui va te faire passer à l'action, ça sera Insta. Donc tu par les diriges tout le monde sur Meta pour avoir la data sur l'audience de vue de vidéo 75%. Après, derrière, tu ouais, parce que ça permet de faire un tri qui est déjà fait par Meta. Okay. Fait que ça permet de mieux trier ton audience, puis après, ils se font target par les pubs, puis ils rentrent dans le funnel normal. Okay. Fait que ça soit VSL, DM Selling qui rentre, mais s'ils se redirigent tout vers Instagram, c'est tout à la même place. Tu peux même ajouter, pimenter ça avec du Google Display sur les vues de vidéos YouTube. Ouais. Ouais, ben moi, exemple, je n'embarquais pas dans la partie publicitaire de YouTube. Parce que moi, je fais vraiment pas la partie publicitaire, juste contenu, mais 100% que faire des YouTube ads, ça peut être vraiment cool. Là. Trop bien. Comment tu rends un contenu organique sexy et viral? C'est une bonne question. Dans le fond, qu'est-ce qui fait une vidéo virale in the first place? Je pense que c'est important à comprendre. Tu vas voir les vidéos de politique. On va pas parler de politique aujourd'hui, mais ce qui fait que ça marche, c'est que ça divise l'engagement. Que ça soit shareable. Que ça soit shareable parce que la politique, ça fait parler. Tout le monde, ça s'adresse à tout le monde, la politique. Ce qui fait que ça rend viral. Puis ça divise. Fait que tu vas avoir des gens de la gauche, des gens de la droite qui vont parler puis qui vont débattre sur un certain sujet. Puis ça va diviser. Puis là, tu vas l'envoyer à ton ami. Puis les gens vont se parler entre ça. Puis tu sais, t'es comme, t'as-tu vu le nouveau post de Donald Trump? T'as-tu vu le nouveau post de... Puis là, ça se parle. Fait que la vidéo blow up. Fait que vraiment, les facteurs, c'est l'engagement. Fait que les shares puis les comments, ce qui fait que ta vidéo blow up. Fait que là, avec les entreprises, comment tu peux faire ça? Ça dépend des business. Tu as des business qui sont pas titrés à aller viral. Quand tu es très niché avec une audience, ton but, c'est pas d'aller viral. Là, la stratégie de contenu devient différente où ce que ton but, c'est juste d'éduquer puis de build du trust. Par exemple, tu as une business de formation en ligne, plus niché, exemple, margin acquisition, puis tu vas voir qu'on peut quand même faire des concepts virals avec ça, mais ton main focus, ça va être d'éduquer pour tes pubs. Mais exemple, on va dans une business où tu fais des machines de combustion pour les compagnies d'asphalte. Okay. Tu es vraiment niché. Là. Tu vises comme 60 entreprises au Québec. Fait que ton contenu ne fera pas de vues, ou s'il fait des vues, c'est parce que c'est intéressant, mais tu vas vraiment sur l'éducation. Par contre, quand ton audience est plus large, que tu sois une compagnie de service, puis ça s'applique même au e-commerce, peu importe c'est quoi ta business, puis tu es plus broad. Ce que ça peut faire, c'est que tu peux faire des sujets où ce que tu divises. Fait que ta stratégie de contenu va évoluer avec le temps, mais tu commences tout le temps par parler de ton service, ton produit, ton histoire, tout ça. Mais avec Jean aussi, tu as une partie personnalité.
ce qui va différencier moi puis toi quand on va marcher dans la rue puis que, exemple, la personne derrière la caméra va aimer un plus ou l'autre, ça va être notre personnalité, la façon qu'on parle. Mais c'est la même chose avec le contenu. Ce qui va faire que ça va marcher, c'est que non seulement tu es attaché à la personnalité, c'est intéressant, puis ce qui va faire que ça go viral sur la plateforme, c'est que tu vas diviser les gens. Fait que tu vas parler d'un sujet que les gens vont débattre en comments puis qu'ils vont share à leurs amis. C'est ce qui fait que ta vidéo va blow up. C'est souvent les plus belles réussites que j'ai eues en ads, c'est des trucs vraiment très stupides, notamment aux US, une où il y avait une typo, et en fait la typo faisait réagir en commentaire, Ouais. et l'ads était hyper efficace. C'est des typos qui portent à confusion. Ouais, les gens commentent, ils disent ah mais ils se sont trompés, c'est sûrement c'était une typo de français, tu sais, genre Ouais. c'était une traduction littérale en français qui en anglais ne sonnait pas du tout bon. Et C'était pas correct, AI, c'était au lieu de AI, tu vois, genre, c'était ce genre de truc. Ok. Et ça a très bien fonctionné. Et c'était toujours pareil, c'est parce que ça pousse aux commentaires. Ouais, mais tu vois, exemple, tu as la partie psychologique que tu peux aller pousser. Là. Une vidéo qu'on a fait pour Charles Gosselin hier. Puis c'est tellement bon de parler de ça parce que tu as plein d'aspects psychologiques pour aller faire des vues, tu sais. Mais exemple, lui, il parlait un peu, il est très bon dans les métaphores, Charles Gosselin, fait qu'il faisait une vidéo sur le fait de coucher avec ton client. Okay. Il expliquait que tu peux faire un one night avec ton client ou tu peux le marier. Puis il expliquait ça à travers la vente, dans le fond. Là, il donnait une métaphore. Fait que tu avais deux types de personnes qui auraient pu faire. Il aurait pu faire un hook visuel où ce qu'il écrit, lui, de base, ce qu'il voulait faire, il voulait écrire one night, point d'interrogation, point d'interrogation. Ça veut pas dire grand-chose, one night, point d'interrogation, ça t'intrigue pas. Ce que j'ai dit de faire, puis la vidéo, elle a blow up là, après ça, j'ai écrit, je me rappelle pas, là, je vais te dire à l'instant ce que j'ai écrit, mais ce qui était vraiment un bon hook visuel, j'ai dit d'écrire, j'ai dit one night avec tes clients, 3 petits points avec un emoji cochon. Fait que, qu'est-ce qui fait que c'est quoi les aspects humains le cerveau limbique qui marchent le plus? C'est dans le fond le sexe, l'argent puis le pouvoir. C'est les 3 trucs les plus puissants pour le cerveau. Fait que là, il parle de vente, fait qu'il parle d'argent. Si ça porte à confusion, il va-tu parler qu'il couche avec ses clients? T'es intrigué de savoir c'est quoi l'histoire qui va se passer. T'as le cochon qui porte à confusion, qui ramène à la sexualité. Puis t'as le pouvoir parce qu'on parle de vente. Fait que t'as les 3 aspects psychologiques que les personnes veulent écouter la vidéo. Ça porte à confusion. Mais c'est pas moi qui avais filmé la vidéo. Fait que la vidéo, elle aurait pu plus blow up que ça si elle était optimisée dans le back-end de la vidéo. Mais en termes de hook visuel, ça a fait un gros impact puisque les gens sont intéressés. Puis après, tu as aussi tes titres là, sur Instagram qui est quand même valuable. Parce que j'ai fait commencer la vidéo avec une question. Puis lui, dans le fond, moi, mes clients, ce que je leur dis de faire, c'est tout le temps une grosse caption où ce que tu rencontres ta vidéo, ce que tu as de l'éducation même à travers la caption. Mais tout le temps commencer avec quelque chose de catchy. Fait que une question qui fait interagir. Dans le titre, j'ai écrit « T'as-tu déjà couché avec ton client? » Point d'interrogation. Fait que là, t'es comme « Tabarnouche, je vais vraiment parler de ça. » T'es intrigué. Puis après, c'est une métaphore. Fait que t'écoutes la vidéo puis c'est du full value. Okay. Fait que t'as plein de facteurs psychologiques qui est vraiment le fun. Ouais, donc tu parles de psychologie, tu as étudié ça, c'est quoi tes sources là-dedans pour J'ai pas étudié en ça. Non mais étudier, est-ce que tu Ouais, 100%, je m'éduque. J'adore. Il y a des gens qui lisent des livres, moi c'est plus des vidéos YouTube que j'aime bien là. Je suis un petit peu brainwash, je fais partie de la jeune communauté. Fait que moi, lire un livre, tous les plus gros des réseaux sociaux. Fait que souvent, moi, ce que je vais faire, c'est pas nécessairement écouter des trucs sur la psychologie, je vais regarder les masters. Fait que, exemple, tous les aspects psychologiques, mais j'aime bien analyser les gens. Fait qu'analyser les plus gros entrepreneurs. Okay. Alex Hormozy, de la façon qu'il parle, la façon qu'il fait ses choses. C'est dans son contenu, là, pas ses stratégies de contenu, mais la façon qu'il parle. Yami Denzel, qui est un super bon exemple aussi. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? Fait que je vais tout aller analyser l'aspect psychologique. Puis après avoir filmé beaucoup de gens, un des skills des vidéastes numéro 1, c'est être capable de lire puis de vraiment comprendre quelqu'un, puis d'analyser. Le fait que j'ai développé ça en vidéo, ça me permet vraiment de faire ça un petit peu avec n'importe qui, de comme vraiment être capable de bien les comprendre puis de bien les analyser. C'est que des fois, tu arrives à avoir des points en commun qui font que des gens sont virales. Tu vois des vidéos qui ont des stats, souvent, ils ont tout un petit truc en commun qui fait que ça marche. Ce que j'ai notifié souvent en ads, ce que j'arrive moins à faire en organique, mais j'essaie toujours de me rapprocher de ça, c'est, comme tu dis, d'aller soit dans le négatif, soit dans le positif, à l'extrême. Mais aussi, si tu arrives à jouer entre les deux en 1 minute, tu as tout gagné parce qu'en fait, tu fais passer d'une émotion à l'autre. Donc, tu fais passer, par exemple, d'une situation problématique à l'espoir et à la solution du problème qui est ton produit. Donc ça, c'est vraiment très orienté ads. Le truc qui est très compliqué là-dedans et qui se joue vraiment sur des détails. Quand tu parles à quelqu'un qui n'est pas dans le milieu, il se dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je comprends rien. » Tu fais monter le pic de tension et après, le but, c'est de maintenir cette tension-là
Ouais. et ensuite de proposer ce que tu as à proposer. Donc, sur du contenu organique, ça va être viens t'abonner, tu vois. Naturellement, ça sera ça. Et sur un produit, ça va être de passer à l'action, de cliquer et d'aller sur le website pour acheter. Comment tu maintiens cette tension ou comment tu fais, moi j'appelle ça le roller coaster émotionnel. Émotionnel, exactement. C'est ça que j'allais dire. Ben, ton roller coaster d'émotions, dans le fond, dans le contenu, tu peux le faire à travers plusieurs façons. Moi, dans le fond, avec certains clients, c'est un peu différent parce que tu as des clients, dans le fond, que moi, je vais leur donner la guidance de quoi faire, mais qui veulent improviser. Parce que ce que tu vois avec les réseaux sociaux, je sais pas si tu as remarqué, mais avant, c'était beaucoup de sit-down, parce que les gens parlent devant la caméra puis éduquent. Mais de plus en plus, ce qui go viral, c'est du contenu de téléphone. Ils récompensent le UGC content parce que c'est plus raw, puis tu arrives à voir la réalité, puis c'est juste plus humain. Puis les gens, on est dans un air où être humain, s'entraîner, être en forme, tout le lifestyle positif, c'est beaucoup mis de l'avant. Fait que ton roller coaster émotionnel, pardon, je vais le jouer beaucoup au montage, surtout, avec tes silences, ta musique, tout ça. Mais à travers des vidéos, dans le fond, ça a été à travers les scripts. Fait que, encore une fois, tu as dit, c'est le master de. Si t'es capable de faire passer de la gauche, qui est du négatif, à la droite, qui est le positif, ou vice-versa, puis être capable d'être au milieu, t'as vraiment tout gagné avec ta vidéo, parce que si les gens se sentent hook puis attachés du début à la fin émotionnellement, c'est sûr que ta vidéo go viral. Comment je fais ça? Comment je pourrais dire ça? C'est à travers ton script. C'est à travers les émotions. Fait que, est-ce que c'est relatable? Est-ce que les gens ils ressentent dans ton histoire? Puis ça va dépendre de la vidéo que tu veux faire. Mais exemple, on prend une vidéo d'une histoire. Tu peux commencer ton hook, exemple, avec quelque chose de super négatif. À 4 ans, j'ai perdu ma mère. Par exemple, c'est pas vrai, mais exemple, tu rencontres ça. Puis à travers tout ça, ça s'en va vers le positif de ton histoire. Où maintenant, à 25 ans, je suis multimillionnaire, j'habite à Dubaï, tout ça. Fait que tu as ton roller coaster d'émotions à travers tout ça, puis c'est graduel. Puis les gens, t'es hook dans l'extrême gauche qui était le négatif, à l'extrême droite d'un success stories où ce que non seulement c'est inspirant, mais ils relate avec toi, où ce que tout le monde a des downs dans la vie. Puis là, ils te voient au top, puis c'est inspirant. Puis Tu ouvres plus facilement dans le négatif ou dans le positif ou c'est le négatif. Okay. Ça a tout le temps été le plus Est-ce fort. que c'est une question de société, ça, tu penses? Aux US, tu vas plus être dans le positif, peut-être? Je pense que en c'est France, négatif 100%. Je pense que c'est quelque chose dans le monde entier. Okay. Je pense pas que c'est juste une place. Le négatif, ça a tout le temps fait plus parler. Regarde les médias. Oui. C'est rare que ça parle de positif, on est d'accord. Là. De médias, 100%. Parce que ce qui te fait le plus parler, c'est le négatif. Fait que le négatif, je pense, dans le monde entier, c'est vraiment le plus puissant. Là. J'ai quelques questions où tu vas nous envoyer un peu des nuggets. Ouais. Des questions très précises. Est-ce que tu surfes sur les trends ou pas? Je te demande ça parce que nous, on fait des grandes campagnes de Reels organiques et un des gros sujets, c'est d'aller capter les trends et les adapter sur ce que tu fais. C'est quoi ton regard là-dessus? C'est une vraiment bonne question parce que c'est une réflexion que j'ai eue récemment où au début, pas du tout. Les trends, c'était pas le truc qui, selon moi, marchait le plus parce que, encore une fois, si on se rappelle les buts du contenu, c'est d'éduquer, de builder de la confiance. Fait avec ton trend, tu ne vas pas nécessairement faire ça. Tu vas faire rire, tu vas créer de l'humour. Après, tu as plusieurs types de trends. Mais je vais être très sélectif pour répondre à ta question sur les trends que je vais faire. Fait que, par exemple, faire des danses TikTok, il n'y a pas de but. Je travaille avec des business. Par contre, sur des hooks de trend, 100%. Fait que, exemple, on va prendre l'exemple, le power slap, c'est outdated, mais dans le temps, tu sais, le power slap, c'est que tu donnes une claque, là, tu as de la farine d'en face. C'est un super bon hook. Fait que je vais l'utiliser, pas nécessairement pour une vidéo complète, mais plus pour hook les gens pour après rentrer dans ma séquence normale de vidéo qui est éducation, storytelling. Je te donne un exemple d'une trend qui avait trop bien marché. C'était pour le lancement de Yomi l'année dernière. C'était incroyable, cette vidéo-là. C'est le gars qui dit voilà, je vous présente les personnes qui sont pas passées à l'action et qui sont toujours pas inscrits à notre événement. Bla. Et là, tu as 15 personnes qui prennent en photo. Ouais. En fait, ils te prennent en photo toi parce que t'es pas encore passé à l'action. T'sais. Ok. Et ça, c'était partie virale. C'était une trend aussi. C'est pour ça qu'on essaye toujours d'aller voir c'est quoi les prochaines trends. Là, en ce moment, là, j'ai regardé hier, je me suis fait une petite session où c'est ouais, t'as vu ce gars-là, il regarde dans la caméra et la caméra regarde un autre gars dans une autre caméra, etc. J'ai vu ça, c'est fou. Et après, ça. Là, au 10e, en fait, t'as le truc et souvent, c'est du e-com, c'est un gars qui vend un produit, tu vois. T'as vu, elle, de linge, là, c'est de la merch. Ok. Juste une question. Le trend que t'as vu avec ça, les caméras, ouais. C'était quoi la vidéo? Le produit qui est proposé à la fin, c'était un e-com, c'était un vendeur d'habits, enfin un gars qui vendait sa collection. Je l'ai vu aussi. Ça, ouais, c'est vraiment, tu rentres dans le truc, ça fait tu te prends le truc. Mais je pense aussi, dépendamment des endroits où tu es dans le monde, je pense qu'au Québec, c'est pas nécessairement la place qui va regarder le plus de trends. Okay.
vraiment. Puis, Et c'est pas justement j'ai- un edge parce qu'ils n'ont pas les trends, parce qu'ils les regardent pas, et si tu les exposes avec quelque Ben, c'est chose. vieillissant. Moi, je pense Ok. que c'est basé sur ça, les stats. J'ai pas de stats exacts, là, fait que je parle plus d'expérience, mais Faut pas tomber on est dans le plus outdated. vieillissant. Fait que, tu sais, si on va dans le très jeune, que souvent les business owners avec qui je travaille, c'est pas cette audience-là qui vise, ils vont pas nécessairement être intéressés par des trends parce qu'ils Ok. sont plus old school, puis sont plus vieux. Puis, tu sais, on est dans c'est très vieillissant au Québec, dans le fond. Fait que ça serait plus ça au niveau des trends. Mais je pense que bien utilisé dans des hooks pour catcher l'attention, c'est vraiment bon. Puis encore plus pour les programmes en ligne, plus que d'autres choses, où ce que Ouais. tu cherches un peu n'importe qui. Sur les hooks, j'ai vu un truc récemment, je sais pas si tu es au courant, cette nouvelle façon de faire des pubs, là, je l'ai vu notamment sur des industries très très sharp, sur le direct response marketing. Vishred, je sais pas si tu connais, Non, ça c'est me dit une rien. marque qui fait polémique, mais qui est au top au niveau d'ads. Et en fait, ils empilent les hooks. Genre, ils font plein d'ads, et il y a un mec, un jour, il s'est dit, je vais prendre tous les hooks gagnants, je les mets à la suite. Et en fait, il y a D'affilée. plein d'ads, ouais, il y a plein d'ads maintenant où c'est que des hooks, et en fait, c'est que des... Tu te prends le hook, ça te rehook, ça te ré-rehook, ça te ré-rehook, et en fait, il n'y a pas vraiment de message, Ouais. mais ils arrivent à vendre le clic, tu vois, genre, ils arrivent Ok, j'ai jamais vu ça, c'est intéressant ouais, ça. c'est un empilement de hooks. Parce que Ça moi, a ce un que j'ai nom, vu, mais, exemple, c'est que tu peux faire plusieurs variations avec des ads, ce qui est super ouais, bien gagnant, sûr. tout ce que tu as ton body, différents hooks, Ouais. tout ça. Mais j'ai jamais vu ça, c'est intéressant Ouais, ça. l'empilement de hooks. Tu utilises quoi comme tool donc moi, sur les ads, j'utilise Fourplay, il y a du Trend Track, qui est une entreprise française, Bichente, qu'on salue. Ouais. Tu utilises quoi comme tool en organique? Pour track les stats, Ouais, pour tout. ben, soit j'utilise la plateforme, soit j'utilise Agency Analytics, ouais, que tu peux voir toutes les stats de plateforme. Mais Fait les plateformes en elles-mêmes ont déjà des bonnes stats organiques sur la rétention, sur ouais, exact, tu vois toutes les stats Ok. directement sur les plateformes là, aussi, là, Ok. pour les clients. Euh, Puis l'organique, c'est pas comme les ads, t'as moins de tracking à faire, tu sais. Fait que souvent, tu vas te baser sur ton taux de rétention, ton watch time, mais sur YouTube, par exemple, c'est beaucoup plus le fun de regarder des stats. Fait que sur l'organique, je vais les regarder, mais ça va pas être le truc que je vais me fier le plus pour optimiser mes vidéos, là. Ça va plus être l'engagement, puis tout ça, là. ok. Comment tu planifies ton arc narratif sur du contenu organique pour un client? Est-ce que tu as une ligne directrice, une histoire, peut-être un one-pager où tu racontes, OK, on en est là et on veut tranquillement montrer ça sur les 6 prochains mois, et après, au bout des 6 mois, tu réajustes et tu refais une strat. Comment t'évalues ça? Comment tu évalues le niveau de conscience de l'audience globale? Ouais. Comment tu fais ça? 100%. Ben, souvent, on est complémenté avec des ads. C'est avec les clients avec qui on travaille, on fait les deux. Fait que mon aspect organique, exemple, sur mon plan de match, c'est ce qu'on va faire au début, on va éduquer les gens. Fait que ça va être toutes nos vidéos de base, où ce que ton histoire, qui va être un tape and post, où ce que tu racontes ton histoire. Fait que c'est pas une vidéo qui va go viral, mais les gens, quand ils vont venir des pubs, ils vont voir ta vidéo, ton histoire, tu peux les nurture puis les éduquer à travers tout ça. Ça va être vraiment toutes les vidéos de base, fait que éducation, tout ça. Puis de plus en plus, dans le fond, on va se développer vers le lifestyle. Fait que montrer ton mode de vie, montrer t'es qui comme humain. Puis c'est plus ça mon plan de match, c'est d'aller de plus en plus naturel, puis de montrer de plus en plus ta personnalité, puis la réalité derrière ce que tu fais. Fait qu'un peu transitionner vers le behind the scenes au lieu de juste la surface de ce que tu fais, puis vendre ton produit service. Ok. Super intéressant. On va finir avec le dernier bloc sur plus ce qui va être mindset, ta vie perso, Excellent. ton why. Ouais. Donc la première question que je vais avoir, ça va être, c'est quoi ton but ultime? Parce que tu as 19 ans. Ouais. Dans 10 ans, tu fais quoi? Dans 10 ans, c'est une super bonne question. Dans 10 ans, j'espère avoir travaillé beaucoup de business à succès. Je veux me promener, fait que je veux vraiment avoir beaucoup d'expérience. J'adore apprendre. Fait que travailler avec plein de business. Un peu comme je t'ai dit, ce que je faisais avec Clive Capello, c'est vraiment vers ça que je veux m'aligner, parce que je contrôle 100% du contenu pour les business avec qui je travaille. Parce que je veux voir mon full potentiel quand que je vais faire vraiment le contrôle sur tous les business avec qui je travaille. Et puis mon but ultime, puis c'est mon but en ce moment, dans le fond encore, c'est d'inspirer les jeunes à se lancer en business. Parce que j'ai tellement d'amis, je connais tellement de personnes que tu vas trouver mille et une excuses pour pas commencer. Fait que mon but plus tard, dans 10 ans, 20 ans, c'est littéralement de faire des conférences pour inspirer les gens à se lancer en business très jeune, parce que je l'ai fait. Puis le meilleur moment, ben, c'était hier. Ok, trop bien. Trop bien. Donc, je pense savoir la réponse, mais j'ai quand même envie d'avoir la confirmation. Ouais. C'est quoi qui te drive au quotidien? Ce qui me drive, par exemple, présentement dans ce que je fais en ce moment, c'est builder mon équipe. Je trouve qu'il n'y a rien de plus fulfilling qu'engager quelqu'un. Tu sais, quelqu'un qui. Puis surtout, exemple, dans la production vidéo, souvent, c'est pas des gens qui étaient bons dans ce qu'ils faisaient avant, dans le skill de production. Fait que vraiment prendre quelqu'un qui part de rien, qui travaillait peut-être dans un laser game,
à devenir monteur vidéo puis de vivre sa passion puis faire peut-être 2-3 fois plus que ce qu'il fait niveau monétaire, mais en plus de ça, d'être tellement drivé puis passionné dans ce qu'il fait. Puis en ce moment, je te dirais que mon why aussi, c'est de faire du contenu puis inspirer les jeunes, vraiment. Autant mon staff que les gens qui regardent mon content. Trop bien. Je m'étais gardé cette question pour la fin. Euh, Tu parles dans ton Reels, on en a parlé juste avant, j'aimerais bien revenir là-dessus, c'est tu parles d'anxiété de performance. Ouais. Dis-nous un peu ça. Je me suis pas mal reconnu dans ton Reels. Ça m'a pas mal affecté dans ma vie et quand je faisais des études en ingénierie et ces choses-là. Cool. Comment tu vois ça? Comment tu passais outre? Je suis chaud d'avoir ton regard Ouais. là-dessus. C'est une super bonne question. Je te dirais que dans mon parcours, ça a été mon plus gros défi. Ça a été mon plus gros down parce que quand j'avais mon agence, dans le fond, il est arrivé des facteurs où je travaillais beaucoup. Je me couchais à comme 4 heures du matin, je recommençais à genre 9 heures du matin. J'arrêtais pas. Quand on parle de gros grind, c'était vraiment ça, parce que j'arrêtais pas une seconde parce que on n'était pas beaucoup pour faire beaucoup de choses. Puis je marchais le matin jusqu'à mes bureaux en pleurant. Vraiment. Puis j'ai vécu mon premier burn-out dans ce temps-là. T'avais quel âge là? J'avais 18 ans. Ok. Puis j'étais anxieux, là. Tu traînes avec des gens de ton âge ou comment ça se passe? Non, non, Ok. non, C'est non, une mais question c'est que très j'avais, rare. ça aussi. Ok. Je garde mes amis, exemple, de secondaire, tout ça, je suis encore proche. Mais tu sais, c'est sûr, je les vois même, mais j'aime ça me tenir avec des gens qui ont une vision similaire à moi. Pas nécessairement basée sur l'âge, mais plus basée sur la vision. Puis à mon âge, ben, je suis quand même assez mature, je pense. Fait que les gens, ils voient pas vraiment la différence d'âge. Puis surtout quand tu es dans un monde adulte, les gens t'associent pas à ton âge. Mais on pourra en parler un peu après. Là. Quand je rencontre un entrepreneur, c'est tout le temps la même chose qui se passe. Puis peut-être que ça fait ça aussi avec toi, mais quand je rencontre un entrepreneur, je vais lui parler, je vais lui parler, il va me poser des questions, il va me dire qu'est-ce que je fais, je vais dire que je fais du contenu, je vais lui dire avec qui je travaille. Puis il va me regarder, puis à un moment donné, il va commencer à plisser les yeux, à me regarder comme ça, puis je sais exactement la question qui s'en vient. Puis là, il est intéressé parce que je dis, il va dire, ben oui, t'as quel âge? Puis là, j'ai dit 19 ans, puis tu vas être 19 ans, oh my god, puis là, il va commencer à complimenter, ou sinon, il va. Puis là, ça start, puis c'était une conversation normale. Ok. Je crois que j'étais dans le deuxième. Ouais. Dans le deuxième type. Dans le deuxième type? Ouais, moi, j'étais personnellement dans le deuxième type quand je t'ai rencontré. Ben, c'est bon, ça. Puis pour revenir à la procrastination, à l'anxiété de performance, vraiment, je passais à travers ça par faire la rétrospection parce que souvent, on est beaucoup dans le day-to-day où on rétrospecte pas sur ce qu'on fait, puis c'est dur d'apprécier le moment. Puis je pense que ça, qui venait avec l'anxiété de performance, c'est que je voulais tout le temps performer, mais je n'appréciais pas les wins que j'avais. Ce qui faisait que j'avais tout le temps l'impression de grind, mais jamais gagner. Mais il y avait des wins, c'est juste que je les appréciais pas, puis je les célébrais pas. Ouais. Puis quand j'ai commencé à me séparer de ça, puis vraiment à commencer à enjoy, ça a comme un peu réduit mon anxiété de performance. Puis aussi, quand tu commences à bâtir une équipe, tu vois que tu es capable de déléguer ce que tu fais. Puis ça vient aussi avec apprendre à déléguer ou ce que tu es capable d'avoir un style de vie qui fait un petit peu plus de sens. Fait que je te dirais que c'est juste avec le temps puis que ça vient tout seul. Puis c'est drôle que tu me poses ça parce que hier, il y a un ami proche de moi où je l'ai motivé à se lancer dans le temps parce qu'il était inspiré puis il a commencé à aller vendre dans des concessionnaires puis il a comme fait plus de 1000$ le mois dernier. Puis il venait me texter pour me remercier de l'avoir aidé à se lancer puisque maintenant il est dans la meilleure situation de sa vie. Mais quand il m'a texté, c'était pas dans le drôle de sa situation, mais ça m'a quand même fait rire parce que ça m'a fait réaliser. J'étais pas très longtemps, puis ça m'a fait penser à mon Reels, puis il m'a dit hey, je me sens tellement seul. Il dit je me sens tellement seul. Il dit j'ai tout ce que j'ai toujours voulu, puis je me suis jamais autant mal senti. Puis c'est fou parce que c'est exactement comme ça que je me sentais quand j'avais mon agence, puis j'avais plein de clients, puis tout le monde va te complimenter, tout le monde va te célébrer, mais toi, au fond de toi, tu te célèbres pas parce que tu as le syndrome de l'imposteur, fait que tu as plusieurs trucs qui viennent avec ça, mais qui va faire que tu as de l'anxiété de performance qui vient avec ça parce que tu veux être le meilleur, parce que tu penses pas que tu es bon, puis tu penses pas que tu mérites d'être tout ce que tu es. Puis il m'a dit je me sens seul, j'aimerais ça qu'on se voit. Puis j'ai dit hey, regarde mon dernier Reels. Il est juste parti en larmes. Il est parti en larmes vraiment avec le contenu parce qu'il était comme c'est exactement comment je me sens. Puis tu vois, ce contenu-là, là, j'ai comme eu la récolte de ce que c'était quoi mon but de faire. Mais de le voir maintenant, je me dis que peut-être que dans le behind the scenes, il y a beaucoup de gens, puis je reçois plein de messages de gens qui sont inspirés du contenu, puis c'est vraiment ça le but. Puis je te dirais que c'est juste à travers l'expérience puis de la rétrospection que j'ai réussi à passer à travers ça, puis apprécier où ce que je suis puis ce que j'ai accompli. Comment tu célèbres? C'est une bonne question. Il y a plusieurs façons de célébrer. Moi personnellement, comment j'aime célébrer, c'est aller voir des amis. Fait que d'en parler, puis tu te fais célébrer indirectement. Puis la nostalgie aussi que je célèbre, ça a l'air peut-être un peu con comme concept, mais j'aime ça regarder des vieilles vidéos de moi sur Fortnite.
Puis un peu comme revivre mon parcours pour me faire réaliser de où ce que j'étais avant jusqu'à maintenant. Puis je suis comme, wow, il y a tellement de choses qui se sont passées. Fait que je te dirais que c'est vraiment même que je célèbre, c'est la nostalgie puis mes proches, dans le fond. Ok, magnifique. Ben, on finira là-dessus. C'est très beau. Je te souhaite plein de nostalgie, Merci. plein de moments de réussite. C'était un plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Yes. Oui, on aura l'occasion de se recroiser, j'en suis. 100%. Merci à toi, Fred.